Comme là, c'est du droit public. Toujours. Et le droit Napoléon, c'est le droit privé. C'est ça, exactement. Donc, cependant, pourquoi le procureur, je l'avais passé, de plus, nulle loi en matière privée ou civile ne peut renverser une loi en matière fédérale ou de droit public. Et là, on peut voir la jurisprudence, je l'ai ici, la jurisprudence, Cour supérieure. On va s'en servir comme modèle, même si on sait que la Cour supérieure est anticonstitutionnelle, comme Jacques-Antoine s'est exprimé, je trouve que c'est un bon terme. On va s'en servir comme modèle pour leur dire, regardez, vous êtes dans l'erreur, même en vertu de vos propres jugements. Le numéro de dossier, c'était le 500-36-0058-31-113. C'était devant l'honorable Jean-Guy Boilard. Et là-dessus, ben, j'ai des notes sténographiques du juge Jean-Guy Boilard en 1997. Je vais faire tout de suite la parenthèse. C'est une valeur. Michel Tantouf, par erreur, il est parti avec les notes sténographiques. J'aurais voulu vous les lire. Il nous a donné raison. En 1997, il a admis qu'il aurait dû avoir des amendements constitutionnels en 1968, les articles 71 de 80, puis ça n'a pas été fait. Puis il a admis que c'était de facto le Québec en pleine note sténographique, excepté qu'il a refusé de le mettre dans le jugement parce que pour lui c'était inconcevable qu'on tombe dans un chaos social. Ça a été ça ses raisons, juge Boilard. C'est vrai, je m'en rappelle. Oui, c'est ça, tu as dû. Il y en a qui ont sûrement dû en prendre connaissance. On a quand même plusieurs pages. Puis c'est bien expliqué. Puis à ce moment-là, c'était Michel Lebrun qui était dans le dossier. Puis il y avait un autre avocat qui était là, qui plaidait avec Michel Lebrun, puis qui avançait les mêmes arguments que Michel. Je vais mettre un autre article d'accusation. Article 74, infraction contre l'ordre public, piraterie. Piraterie d'après le droit des gens. Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d'après le droit des gens, constitue une piraterie. Quiconque commet une piraterie pendant qu'il se trouve au Canada ou à l'étranger est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité. Ouais, il a fait pour un bout. C'est pas encore jugé. C'est pas encore jugé. Il faut que vous demeuriez impartial et indépendant, s'il vous plaît. C'est très important. Okay. Or, le débat, je continue. Or, le débat est de matière de droit public, car il concerne une question constitutionnelle. Donc, le Code de déontologie ne peut faire éviter ce débat qui pourrait empêcher le principe d'effectivité de fonctionner au Québec. Ils ne veulent pas l'empêcher, ce principe-là, c'est pas dans les intérêts du tout. Le juge Jean-Guy Boilard a aussi dans les notes sténographiques du dossier, je vais vous donner les notes sténographiques du dossier, si vous pouvez en prendre note, M. le Président. C'est très important. Oui, mais je ne parle pas de la jurisprudence que je viens de parler, mais je parle de ce que Michel Lebrun avait gagné devant le juge Boilard. En fait, le juge lui avait accordé raison. Comme quoi, il faudrait qu'il y ait des amendements constitutionnels qui soient apportés. C'est bien écrit noir sur blanc. Je les ai pas là, je les ai pas. Il est parti avec tantôt par accident, j'y ai prêté. Des notes graphiques. Des notes officielles. Des notes officielles, oui, faites par une sténographe officielle étampée. Je dis le numéro. Oui. C'est le 760-0021-79-957. 957. C'est ça. En cour supérieure. Oui. Oui, c'est un 01. Pendant qu'il termine, nous autres, article 8301, terrorisme. A. Soit un acte, action ou mission commise au Canada ou à l'étranger qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes. Je ne vous lirai pas toute la liste, mais c'est le... B. Soit un acte ou une mission commise au Canada ou à l'étranger qui, d'une part, commis à la fois au nom, exclusivement ou non, d'un but objectif ou une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, ce qui est le cas ici. D'autre part, qui intentionnellement, selon le cas, cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci par l'usage de la violence, ou B. met en danger la vie d'une personne, C. compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou une partie de la population, cause des dommages matériels considérables, blablabla, blablabla, la victime est là. Ouais. Donc, terrorisme, on ajoute ça à l'acte d'accusation. L'article 8301. J'espère qu'ils ne commenceront pas à plaider l'article 15. Ils sont tellement drôles qu'ils risquent de se mettre à le faire. Ah, c'est de facto, je ne suis pas coupable. Ben écoute, à voir ce qu'ils font, ça ne me surprendrait pas. Bon. Donc, ce juge-là il a admis la véracité de plusieurs éléments se retrouvant dans le présent document.
D'ailleurs, la Cour suprême a mentionné qu'il incombe au pouvoir judiciaire de protéger et de garder la Constitution, voir les paragraphes 49, 68, 70 et 71 du renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, et voir aussi 2 RCS 679-1992. Je n'ai pas de page précise, c'est bon. 679. 2 RCS 679-1992, c'est bon de prendre connaissance du renvoi au complet. C'est pour ça que je n'ai pas cité de page principale. Pas de problème. Okay. Elle mentionne aussi que la primauté du droit signifie que le droit est au-dessus des autorités gouvernementales, aussi bien que du simple citoyen, excluant par conséquent l'influence de l'arbitraire. Paragraphe 59 du renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba. Le barreau du Québec, sachant que nous n'avions pas d'avocat à l'époque, a envoyé une lettre en 2012, la lettre que je viens de vous lire, à un des signataires de ce document. En fait, c'était à 2 signataires, on comprend. Le barreau a répondu que les tribunaux pouvaient être une alternative pour nous en mentionnant l'article 23 du Code des professions, qui dit que chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public. Pourquoi envoyer des lettres à Maître Lebrun étant complètement opposé à la lettre reçue précédemment? Le barreau devrait respecter le principe de primauté du droit tel que défini par le Dictionnaire de droit québécois et canadien, qui dit qu'en vertu de ce principe, non seulement les citoyens doivent obéir à la loi, mais l'administration doit agir à l'intérieur de sa compétence, sans quoi elle doit répondre de ses actes devant les tribunaux. C'est ce que Maître Uber a dit dans le Dictionnaire de droit. Il a confirmé ce qu'on fait aujourd'hui, c'est correct. Oui, parce que c'est plus des tribunaux royaux, c'est des tribunaux législatifs. Il faut penser à ça aussi. Hein? Donc on peut, juges législatifs. Donc on peut conclure maintenant que les lois du Québec sont ultra-viraises et non intra-viraises. Donc sont faites en dehors du champ de leur champ de compétences. Ultra-viraises, ça veut dire que c'est fait en dehors de ce qui leur est accordé comme compétence. Intra-viraises, ça veut dire qu'ils le font à l'intérieur, dans le cadre des lois. Ils respectent la loi, c'est ça, intra-viraises. Lorsque certaines infractions sont commises du côté canadien, là, moi, mon but depuis que j'ai commencé cette bagarre juridique-là depuis 5 ans, j'ai jamais voulu attaquer le fédéral, jamais une seule seconde, je m'en prends toujours au Québec, parce que c'est eux autres qui foutent la pagaille à Ottawa. Et ça, j'en fais la preuve. Lorsque certaines infractions sont commises du côté canadien, on peut souvent constater que ce sont des membres du barreau du Québec qui en sont les instigateurs. Le livre « La bataille de Londres », que vous avez probablement entendu parler, de Frédéric Bastien, ISBN 978 276 462 227 8. Tu l'as, donc tu vas pouvoir prendre le ISBN et le fournir à tes membres du jury. Mentionne que lors du rapatriement constitutionnel sur la colline parlementaire en 1982, on sait que la Constitution a été rapatriée illégalement, en vertu de ce qu'on a vu tout à l'heure, les 3 signataires étaient Pierre-Éliott Trudeau, les 3 signataires, Jean Chrétien et André Ouellette. Ceux-ci étaient tous 3 membres du barreau du Québec. Voilà. Étonnamment, le lieutenant-gouverneur en poste lors de l'adoption des lois modifiant la nature même de la législature de la province de Québec en 1968 était Hugues Lapointe. Il n'y avait pas de Pierre tantôt, excusez-moi, c'est Hugues Lapointe. Je mélangé avec Pierre-Hugues Boisvenu. C'est Hugues Lapointe. Avocat, membre du barreau du Québec. C'est quelque chose. Donc, il ne faut pas oublier que le lieutenant-gouverneur, c'est un employé de la reine. C'est spécifié dans la Constitution. Le lieutenant-gouverneur est payé par le Parlement canadien au Québec. Okay? C'est lui qui donne ses rémunérations, qui donne son salaire. Par contre, Lise Thibault vient d'être jugée par la Couronne, alors qu'elle représente la Couronne. Et le 30 septembre, j'ai parlé avec elle il y a 2 semaines, le 30 septembre, c'est là qu'on va savoir si elle va être emprisonnée ou non. Et, elle est vraiment... Et Mme Thibault serait dans son intérêt de dénoncer tout ça. Voilà. Qu'elle a été trompée. Bien sûr qu'elle craint peut-être certaines choses parce qu'elle-même, elle a sanctionné des lois qui étaient illégales, et elle le sait, je comprends un peu là-dedans. Mais son jurisconsulte, qui est censé la conseiller en matière de droit constitutionnel, n'a pas fait sa job. Fait que il l'a trompé. Fait que c'est lui que j'accuse, le jurisconsulte Claude Bisson. Claude Bisson, je l'accuse d'avoir trompé Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Basé sur les accusations qu'on vient d'entendre, je propose que, étant donné que M. Normandin a un contact avec Mme l'ex-lieutenant-gouverneur qui semble avoir été trompée, qu'on puisse être en mesure d'offrir à Madame un témoignage
donc en dehors d'ici, dans le jugement, qu'on autorise donc, parce que c'est lui le contact, moi je ne pourrais pas l'appeler de faire confiance, qu'on autorise Jacques-Antoine Normandin à obtenir un témoignage supplémentaire avant le jugement, mais qui va être inclus dans le jugement, donc l'autorisation va venir après le fait. Étant donné la situation extraordinaire, n'oubliez jamais, c'est un recours extraordinaire sur mesure d'urgence qui est en train de se produire devant vous. Ces mots-là sont complètement irréfutables. Donc, acceptez-vous la proposition? Mais en fait, on n'a pas besoin de votre acceptation, mais si vous désirez, l'Assemblée libre ici, il y a un peu moins de monde. Moi, je demande l'acceptation. Mais voilà, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc, le témoignage va être utilisé dans la matière d'enquête criminelle qui sera déclenchée à la suite du grand jury. Parce que n'oubliez pas, c'est ça qui est notre but, de mener une enquête criminelle complète. Ici, on a de la preuve circonstancielle et de fait. Direct, indirect aussi. Je dois préciser, là, il y a certains éléments, oui, comme Michel Lebrun tout à l'heure m'a fait réfléchir à quelque chose, et il a raison. Le barreau pourrait prendre quelques petits éléments, juste en diffuser quelques petits là, qui font leur bonheur à télé, puis dire, regarde, c'est pas tout à fait ça. Mais ils ne peuvent pas tout détruire au complet. Parce qu'il y a des preuves, bien évidemment, qui auraient peut-être matière à discussion, mais ça me surprendrait, mais peut-être. Je vous laisse le bénéfice du doute, mais pas tout, c'est impossible. Fait qu'il faut faire attention. Si jamais ils s'amusent à faire ça, ben nous autres, on va contre-attaquer avec une autre publicité pour dire, regarde, Marlène Boisvert a refusé le débat en cours, donc il doit bien y avoir un problème. Voilà. OK? Donc, je continue. Une séparation légale du Québec du Canada ne se fera seulement qu'avec une décision claire des Québécois au sens de la loi sur la clarté référendaire, chapitre C26, et aussi faite en harmonie avec ce que la Cour suprême a recommandé dans 2 RCS 217-1998, qui était le renvoi sur la sécession. Ils ont tout expliqué comment est-ce que le Québec pourrait faire pour se séparer du Canada en toute légalité, en vertu du droit interne et en vertu du droit international. Le jugement est quand même assez épais. Le renvoi, plutôt, c'est pas un jugement, c'est un renvoi. Ça serait très bon que le jury en prenne connaissance en majeure partie de ce renvoi-là. Il est extraordinaire, ils disent beaucoup de belles choses. Bien sûr, ils en respectent peu, mais ils en disent beaucoup. L'ignorance de la loi, et je tiens à préciser ça aux autorités du Québec, voire même du Canada d'un bout à l'autre, tous ceux qui ont été complices dans ce coup d'État-là. L'ignorance de la loi n'excuse pas la perpétration à l'infraction en vertu de l'article 19 du Code criminel canadien. Oui. Ça, il y a le juge Alain Désy me l'a déjà dit, il dit « Monsieur, nul ne peut ignorer la loi. » Mais ça vaut pareil pour le juge Alain Désy. Exact. Il n'a pas le droit de juger, ce juge-là, il le sait très bien. Peut-être que le Québec peut prétendre avoir reçu une autorisation en faisant par écrit une demande au Parlement impérial de Londres. C'est ce que Benoît Pelletier avait dit à Brigitte Bureau à l'émission Enquête de Radio-Canada. Brigitte Bureau m'avait rappelé au téléphone, elle m'avait expliqué cette thèse-là. On a eu la permission de la Reine, puis on a eu la permission du Parlement britannique pour abolir le Conseil législatif en 1968. Je vais vous prouver que la procédure est nulle dès l'origine. Quand même qu'il aurait eu l'autorisation. Peut-être que le Québec peut prétendre avoir reçu une autorisation en faisant par écrit une demande au Parlement impérial de Londres afin de modifier la constitution de sa province. Il n'en demeure pas moins que même en ayant cette autorisation, la procédure pour l'obtenir fut nulle dès son origine. Les provinces n'ayant pas le locus standi, locus standi, c'est le droit de s'adresser au Parlement impérial. Les provinces n'ont pas le droit d'écrire une lettre puis de l'envoyer au Parlement impérial pour lui demander de modifier certaines choses. Il faut que ce soit Ottawa qui le fasse, c'est les seuls qui peuvent s'adresser à la reine. Un locus standi, c'est un droit de... S-T-A-N? Locus séparé, S-T-A-N-D-I. Le droit de s'adresser au Parlement impérial, nécessaire pour ce qui est des domaines fédéraux. La Charte de la Reine ayant été touchée, c'est bien le domaine fédéral, la Charte de la Reine, pas seulement provinciale, c'est sûr que ça prend l'assentiment de toutes les provinces, puis du Sénat et de la Chambre des communes pour modifier la Charte de la Reine, aujourd'hui dans l'article 41. La Charte de la Reine ayant été touchée par les abrogations dans les faits des articles compris dans la Constitution de la province de Québec. On peut affirmer avec certitude par l'article 41A de la loi constitutionnelle de 1982 et par de multiples jurisprudences que la Charte de la Reine relève non seulement du domaine législatif provincial, mais aussi et même particulièrement du domaine législatif fédéral. Prendre connaissance des pages, Jacques-Antoine prend ça là, prendre connaissance des pages 796, 400? 796, 797, 798, 799 et 800 du renvoi de la Cour suprême, résolution appelée « Résolution pour modifier la Constitution ». Je vais donner le numéro du renvoi.
Tu as le titre, oui. Okay. C'est le 2 RCS 753 1981. C'est bien, la Cour suprême a bien spécifié que les provinces n'ont pas le locus standi pour s'adresser au Parlement impérial, puis pourtant en 1968, c'est le Québec qui s'est donné la permission d'envoyer une lettre à Londres pour demander l'autorisation à voler le Conseil législatif. Puis ça, c'est une de leurs raisons pour dire que c'est légal à cause de ça. Non, la procédure est nulle dès le départ. Puis la reine, bien évidemment, pour éviter que le Québec, étant donné la tension à l'époque des années 60 qu'il y avait, il a appelé ça un sursaut de nationalisme. Le juge Boilard, dans justement la note scénographique, a appelé ça un sursaut de nationalisme pour éviter peut-être de créer une espèce de chaos civil. Comme un genre de protocole, dans le fond. C'est qu'habituellement, avant de rentrer chez quelqu'un, tu enlèves tes souliers. Lui, il est tellement en tac, elle les a laissés rentrer avec le soulier. Puis, la reine, elle a essayé de minimiser l'impact grave que ça aurait pu avoir si elle aurait dit non, tu sais. Mais elle savait qu'il ne pourrait pas partir avec le garage, même s'il rentrait dans la maison. C'est ça, exactement. T'sais, elle gardait encore ses sujets pareils. C'est une question géopolitique aussi. Voilà. Tout ce qu'elle donne, la reine, souvent, même si c'est illégal, c'est une question géopolitique. Ça a toujours été ça. L'acte de Québec de 1774, c'était une question géopolitique. Elle n'avait pas le choix de le donner, sinon elle perdait les Français. Enfin, ça, la fondation en tant que telle est là. C'est ça. Donc, en fait, comme Pierre-Éliott Trudeau, il disait on va laisser faire, ils ne volent rien, c'est pas grave, tu sais. Mais il reste qu'ils nous ont violé nos droits quand même. Voilà. Bon, encore le Québec pourrait avancer qu'il pouvait, en vertu de l'article 92.1 de la loi constitutionnelle 1867, abolir leur conseil législatif parce que, soi-disant, l'article 92 ne fait pas mention, contrairement à l'article 91, des organes de son pouvoir législatif. Je vais faire la lecture dans la Constitution.